Bonjour à tous. La crise sanitaire de coronavirus a contraint de nombreux gouvernements à confiner leur population jusqu'à récemment, ce qui a quasiment mis à l'arrêt l'économie mondiale. Si l'Afrique subsaharienne reste l'une des régions les moins touchées par la pandémie, les conséquences économiques directes sont tout de même visibles et incontestables. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le continent entrera cette année en récession avec une contraction de 1,7% de son produit intérieur brut, une contre-performance de la croissance qui pourrait même atteindre 3,4% selon la Banque africaine de développement. La forte croissance économique enregistrée depuis plusieurs années par le continent noir et largement applaudie n'a donc pas résisté à l'ouragan sanitaire. Si certaines économies ouest-africaines comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ou encore le Sénégal résistent le mieux, elles n'échapperont cependant pas à une augmentation de l'extrême pauvreté comme dans les autres régions du continent. Face à ce tableau de décrépitude, comment relancer la machine économique du continent? Quels sont les plans de relance adaptés au contexte actuel? Doit-on nécessairement annuler la dette africaine? Des questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses avec des invités qu'on retrouve dans un instant. Pour mener la discussion, nous avons sur ce plateau Jérôme Stéphane Tora, bonjour. Bonjour, monsieur Crépi. Analyste financier, vous êtes également spécialiste en finance et contrôle de gestion. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Casimir Pidjo. Également sur ce plateau, Casimir Pidjo, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour, Emmanuel Crépi. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. Merci d'être avec nous. Alors, selon le Fonds monétaire international, le continent africain devrait enregistrer en 2020 une baisse de son produit intérieur brut de 1,5%, une contre-performance de la croissance qui pourrait même atteindre 3,4% dans le pire des scénarios, selon la Banque africaine de développement, du jamais vu depuis quelques années, depuis plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années au moins. Alors, comment peut-on expliquer l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie? Merci, monsieur Crépi. Nous voici dans les conséquences de la pandémie concernant, pour ce qui concerne le territoire africain. Vous savez tous que l'Afrique produit ce qu'il ne consomme pas et importe ce qu'elle ne produit pas. Et toute la problématique se trouve là. C'est que nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Pour dire que l'impact de la pandémie sur le PIB concerne la consommation, la production, et la finance publique et pourquoi pas les emplois. Et quand on dit nous produisons, c'est que nous sommes déjà dans nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous sommes entièrement dans la production. Et cette production rentre dans le produit intérieur brut. Au niveau de la consommation, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons seulement nos matières brutes que nous exportons, que nous renvoyons, et sans lui apporter de la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la crise? Par rapport à la crise, nous sommes obligés d'arrêter tout. Nous sommes obligés d'aller dans les mesures d'évitement, les confinements, les ceintures sanitaires. La conséquence est qu'il n'y a plus de production. La conséquence est que les matières que nous bazardons, il n'y a plus de voies pour pouvoir renvoyer ces matières-là. Et si nous arrivons à importer ces matières premières-là, c'est que les prix sont de plus en plus dérisoires. Et par rapport à l'exportation, ce que nous ne produisons pas et que nous consommons, il y a aussi que ces gestes d'évitement, ces mesures barrières-là font prendre de coûts à ces exportations. Donc du coup, les mesures barrières, les mesures d'évitement ont agi sur notre capacité de consommation, donc directement influent sur le produit intérieur brut. Voilà
comment pourrait-on justifier l'impact de la pandémie sur le produit intérieur brut. Ce n'est pas fini. Sur le plan interne, vous savez que les mesures d'évitement ont contraint des structures, des entreprises, le peu d'entreprises que nous avons sur place, ont contraint ces peu d'entreprises-là à fermer ou à dégraisser leur personnel. Conséquence, ça ne peut pas plus favoriser le PNB qu'en dehors de la pandémie. Donc, voilà quelques raisons qui justifient au fait l'impact de la pandémie sur l'Afrique. Voilà. Casimir Pédion. Oui, je partage le point de vue, l'analyse donc de mon vis-à-vis, M. Toha, en ce sens que c'est vrai, l'Afrique ne produit absolument rien en termes donc de production industrielle. Je voudrais quand même nuancer, je voudrais parler donc de l'Afrique subsaharienne parce qu'il y a quand même une certaine partie, il y a la zone Maghreb qui quand même se distingue légèrement de l'autre côté, enfin de la partie donc Afrique noire. Et pas que, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Kenya. Il y a le Kenya qui sont quand même des pays à exception, mais figurez-vous que ces exceptions n'arrivent malheureusement qu'à confirmer la règle. C'est des exceptions véritablement minimes. Et donc quand on prend l'ensemble, c'est que le continent africain, les pays africains sont en majorité, à plus de 80%, dominés par nos économies sont donc dominées par les exportations sauvages, c'est-à-dire l'envoi de toutes les matières premières vers ces pays-là. Et pour ne pas répéter, M. Toha, j'ajouterai ceci, les pays qui donc transforment les matières premières du continent africain, voilà que ce sont ces pays-là qui sont grippés, qui ont des problèmes avec la pandémie et donc leurs industries ne fonctionnent plus. La conséquence, c'est quoi? On ne peut plus donc assister à l'économie sur le plan donc international. Ces pays ne peuvent plus faire les commandes, c'est-à-dire importer les matières premières du continent africain parce que les mesures, les règles barrières sont là et les industries ne travaillent pas. Et ça fait que ceux qui achetaient donc nos matières premières n'achètent plus, donc le commerce s'est arrêté. Et donc, sans vouloir être la victime donc de cette pandémie-là, sans pour autant être, si vous permettez, sur la liste donc des pays victimes, le continent africain a subi les affres donc de cette pandémie. Je veux parler donc des conséquences économiques ont plus affecté le continent africain que nous avons vu des cas donc de décès, des cas donc de maladies, des hôpitaux non fonctionnels. Aujourd'hui, quand on parle du continent africain, en termes donc de pandémie, en termes de coronavirus, c'est que nous sommes en train de pleurer notre inactivité séculaire. Nous sommes en train de pleurer donc l'inactivité, la non-exploitation de nos ressources. On aurait pu avoir un continent mieux industrialisé, on aurait pu avoir un continent mieux développé qu'aujourd'hui, ces pays-là qui sont frappés par la pandémie sur le plan sanitaire viendraient à l'abri chez nous. Aujourd'hui, c'est une opportunité que le continent africain a de ne pas développer la pandémie à l'échelle donc de la France, de l'Italie, de la Chine, des États-Unis. Et ces pays, ces citoyens veulent fuir cette pandémie est venue ailleurs. Mais il n'y a pas la terre d'accueil, les infrastructures d'accueil ne sont pas aujourd'hui là parce que ces pays ont aujourd'hui la capacité, ils ont le pouvoir financier qu'il faut pour venir ici chez nous. Mais malheureusement, il n'y a pas donc ces structures d'accueil. Le continent africain n'a pas anticipé sur ces genres donc de crise. On est là dans notre dormance et ça fait qu'aujourd'hui, on pleure, on comptabilise donc, on fait le bilan en même temps que donc, ces pays qui ont été frappés, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, véritablement, l'extraversion de notre économie a été l'élément fatal, donc, en termes donc, de conséquences de cette pandémie-là. L'Afrique n'aurait pas pu pleurer, ne devait pas avoir ce bilan si véritablement on était un pays développé. Vous le pensez aussi, l'Afrique aurait pu mieux profiter de cette crise de pandémie de Covid-19 si elle avait été plus industrialisée que ce que nous constatons aujourd'hui? C'est tout à fait normal.
Parce qu'en réalité, quand vous vous introduisez, vous aviez dit qu'on a dû faire des efforts pour être à un niveau donné et que ces efforts-là ne sont pas soutenus parce que nous n'avons pas une base industrielle. Et tout ce que nous avons à faire, ou bien tout ce que nous faisons, ne se repose que sur les autres, sur la Chine, sur les États-Unis, l'Italie, la France. Résultat, ces pays qui sont fortement et profondément touchés par la pandémie, en réalité, la crise économique qui vient, la récession qui vient, c'est une récession qui est comme si c'est exporté. Parce que c'est l'impact sur les autres qui annule l'effort chez nous. Vous voyez? Donc, si nous avions déjà une base solide, si les gens ne tergiversaient pas par rapport à la CLCAF et que c'était déjà actif, voilà que ce sont des genres de programmes de développement là. Ce sont autour de ces genres de développement que nous devons nous fonder. Nous n'avons pas d'industrie. Chaque pays veut aller isolément. Résultat, il manque tous le poids ou bien le pouvoir de cette industrialisation. Ce n'est pas qu'il manque de vision, mais au lieu de faire cavalier seul, autant se retrouver ou bien se regrouper pour donner l'avantage au pays dans lequel implanter une chaîne industrielle, implanter des usines profiterait beaucoup plus aux autres pays là. Les gens ne veulent pas ça. Donc, chacun veut avoir une chaîne industrielle, disons, pour transformer le pétrole brut en carburant. L'autre veut avoir toujours une usine pour faire pour transformer le coton en tissu. L'autre veut avoir une industrie pour transformer les noix d'arachide en huile. Résultat, aucun de ces pays n'ont rien. Donc, le tissu industriel est faible. Les autres qui, grâce à l'effort fourni, se disent qu'ils vont délocaliser leur chaîne industrielle pour venir s'implanter chez nous, voilà que ils sont bloqués. Voilà que nous n'avons rien. Voilà que nous n'avons pas d'électricité, d'énergie électrique. Nous n'avons pas d'eau. Nous n'avons pas d'infrastructure pour accueillir cette délocalisation. Résultat, nous supportons les conséquences de mauvaises politiques. Alors, est-ce qu'une façon de dire que la pandémie de coronavirus a annulé l'échec des modèles économiques développés, modèles de développement économique appliqués jusque-là par les pays africains? Bien sûr, et toute la question se repose là. Et d'ailleurs, j'emprunte l'expression de M. Akora pour dire, Monsieur Tora, oui. Excusez du peu, pour dire que nous sommes en train d'importer la récession économique. Cette récession économique n'est pas celle du continent africain. Ce n'est pas notre récession. Ce n'est pas notre crise. Au contraire, c'était une opportunité. La pandémie devrait être une opportunité pour le continent africain. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, comme il a dit, c'était une opportunité de lancer donc ce programme, de lancer cet instrument. Mais contre toute attente, les pairs ont reporté cela pour le 1er janvier 2021. J'espère bien que ce calendrier sera donc respecté. Au-delà de ça, vous comprenez, quand je prends donc votre question, l'autre versant donc de votre question, vous comprenez aujourd'hui que tous les programmes qui ont été développés depuis donc les années d'indépendance, pour ne pas citer donc cette date récente, ou bien aller un peu plus en arrière, pour citer donc les années donc de la pénétration occidentale sur le continent africain, on n'a jamais rien fait pour véritablement donner au continent africain sa lettre de noblesse en termes de développement. Tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui reste du continent africain, c'est un continent qui a été surexploité. C'est un continent où on vient déverser donc les produits de consommation, on produit de l'autre côté et on cherche donc la consommation. C'est sur le continent africain, donc on vient le faire. Quand on veut donc chercher les matières premières, c'est encore sur ce continent. Donc véritablement, le continent africain, les Africains, surtout ceux de l'Afrique subsaharienne, ne servent absolument à rien dans le creuset donc du développement. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut dire ça à nos dirigeants. On a passé
passer tout notre temps à ne rien développer si ce n'est pas donc des programmes de gaspillage, si ce n'est pas donc des programmes de tuerie de nos richesses du sous-sol, du sol, parce qu'il y a quand même l'agriculture. Des pays donc comme la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Les pays comme le Bénin, c'est le coton. Le Mali, c'est le coton. Et donc, tous ces cotons, tout ce potentiel aujourd'hui n'a servi absolument à rien. Et pour une fois, excusez-moi, je n'aime pas trop donc cette ascension divine. Dieu a voulu être un peu conciliant envers le continent africain en défavorisant les autres, en réduisant, en faisant donc une discrimination positive en faveur donc du continent africain. Mais contre toute attente, nous sommes restés là à ne rien comprendre, nous sommes restés là à pleurnicher. C'est quelques morts qui en réalité, si nous devons véritablement fouiller et si nous devons faire une étude comparative, n'a rien à voir avec ce qui se passe en Asie, en Chine, je veux dire, au Japon, que sais-je encore aux États-Unis. Ça n'a absolument rien à voir. Donc le continent africain, les gens devraient mourir, c'est pourquoi ils sont morts. Et c'est parce que Dieu, ne pouvant donc frapper les autres et laisser le continent africain, a décidé certainement... Et donc ce que vous voulez dire, c'est que l'Afrique n'a pas souffert véritablement de la crise sanitaire, mais n'a pas su profiter en son temps... Le volet sanitaire, je veux dire... Du volet économique. Le volet sanitaire de la crise n'a pas frappé le continent africain. Mais contre toute attente, nous avons importé donc la récession, nous avons importé les problèmes, le dysfonctionnement d'autres continents, nous l'avons importé et aujourd'hui... Parce que nous n'étions pas préparés à profiter de cette situation. Alors, doit-on croire que les progrès réalisés par les économies africaines, c'est 20, 30, 40 dernières années de croissance à se bomber le torse sont désormais compromis? Non, mais nous disons ceci. Il y aurait probablement récession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'on a fait là, on n'a rien fait. Parce que si on avait fait quelque chose, si on avait un poids, un postulat là, on pouvait s'agripper sur le postulat pour dire que bon, nous allons relancer par là. Donc on n'a rien. Si on n'a rien, forcément, nous allons tout droit vers l'océan. Donc, oubliez le modèle. L'Afrique n'a pas su véritablement développer un modèle. Et comme Casimir l'a développé, fondez-vous sur quelque chose. Nous voulons capter les autres. De la part des autres, nous voulons que les autres viennent s'installer chez nous. Mais nous n'avons pas d'infrastructure. C'est aussi basique. Nous n'avons pas d'infrastructure. Mais qu'en est-il des efforts qui ont été faits jusque-là? Est-ce que ces efforts sont désormais compromis? Mais regardez, on a dit, les autres ont recommencé le reconfinement. Nous ne faisons que faire des exportations, n'est-ce pas, sans transformation. Alors, comment nous allons pouvoir continuer ces exportations si la récession ou bien les mesures d'évitement là se poursuivent? Ça veut dire que nous devons en réalité nous baser à l'interne pour créer de la valeur augmenter ou bien accroître les valeurs intra-africaines. Sinon, compter sur les autres, ça ne sortirait rien. Donc, considérons que nous n'avons absolument rien et que c'est une opportunité. C'est la phase qu'il faut plutôt et prendre là. C'est une opportunité, cette crise-là, pour nous ouvrir à nous-mêmes et dire que véritablement, voilà que nous importons brut, le coton, l'arachide, le cacao, bon, même si quelque part il y a des transformations, le bois et autres là. Voilà, il faudrait que nous nous disions, cette fois-ci, transformons. Cette fois-ci, concentrons-nous sur des unités. Je n'irai pas en unité. Les fractures technologiques, comment pouvons-nous rattraper ça? Alors que tout ça là, la pandémie nous met ça là devant pour dire que vous n'avez fait aucun effort pour bénéficier de ces fractures là. Donc, les modèles, repensons ces modèles là et les efforts. Véritablement, remettons-nous en cause pour reprendre véritablement les choses. Peut-être que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et qu'après cette pandémie, les chefs d'État, de gouvernement africains et les institutions qui se chamaillent là vont se prendre au sérieux pour que nous allions... Doit-on penser que les taux de croissance annoncés par-ci et là, applaudis de partout, l'Afrique a connu des croissances ces dernières années,
aujourd'hui, doit-on croire que tous ces efforts sont compromis après le passage de l'ouragan sanitaire? Quand on commence par parler du taux de croissance, moi ça me fait rire parce que le taux de croissance ne justifie en rien le développement. Le taux de croissance, c'est absolument rien. Et très souvent, nos économies sont extraverties, je l'ai déjà dit, et ce taux de croissance est aussi extraverti. C'est plutôt la balance commerciale, il faut voir. Notre balance commerciale a été toujours déficitaire sur le plan donc des valeurs monétaires. Mais si nous devons prendre le poids, nous devons mettre dans la balance le poids des produits donc envoyés hors du territoire. Mais écoutez, on aura une balance commerciale, si j'ose parler ainsi, si j'ose déformer donc la littérature économique, on aura une balance commerciale excédentaire en Afrique parce que le poids de nos exportations en termes donc de masse, de volume, mais c'est énorme. Et il a dit, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quelle résilience? Nous sommes en train de vouloir nous adapter à quoi? Parce que même cette pandémie n'a pas fait réfléchir nos scientifiques. Nos universités aujourd'hui sont restées amorphes face à la crise. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun dirigeant aujourd'hui qui soit véritablement déterminé à dire, je vais faire. Il y a quelques-uns à la lisière donc, de Madagascar, on voit quelque chose qui a voulu commencer. Mais ça reste encore des trucs embryonnaires. Et donc, véritablement, on est resté là à pleurnicher. On est resté là à ne pas voir les opportunités que nous offre donc, cette affaire. Et pour une fois, il est allé loin en citant les matières premières déjà. Commençons déjà par développer l'industrie donc, de l'énergie. Est-ce que nous avons aujourd'hui, est-ce que le continent africain a déjà l'énergie? Il y a un pays qui avait commencé quelque chose qui voulait donc l'étendre, l'Éthiopie, mais aujourd'hui, ce pays s'est encore enlisé dans la crise, dans une guerre où on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, véritablement, le continent africain, j'ai quand même l'impression que, comme l'a dit Donald Trump, il faut avoir quand même le courage de le dire. Mais c'est pas... À la lisière, je n'ai pas envie de nous insulter, mais ce n'est pas des personnes qui sont destinées à la réflexion. C'est des gens qui sont là, qui vont subir tout le temps tout ce qui leur arrive. Parce que de cette crise, vous allez voir comment la Chine va se réveiller. De cette crise, vous allez voir comment l'Italie va se réveiller. De cette crise, vous allez voir comment la France va se réveiller. Les États-Unis. Et que sais-je encore? De cette crise, dans 10 ans, vous allez voir l'ordre nouveau donc, de l'économie mondiale. Mais l'Afrique serait encore absente. Ça, là, il n'y a rien à faire. Ils ne réfléchissent pas à nos dirigeants. Aucun d'entre eux. Aujourd'hui, la seule chose qui les fait réfléchir, c'est comment remplir un troisième mandat. La seule chose qui les fait réfléchir, c'est comment tuer les terroristes. La seule chose qui les fait réfléchir, c'est d'aller pleurnicher, dire que nous n'avons pas le financement. Et pourtant, la pandémie de coronavirus a démontré aujourd'hui beaucoup de mécanismes de financement de notre économie au niveau. C'est tellement qu'on n'est pas encore à ce volet-là. Mais aujourd'hui, on a compris qu'en réalité, ce n'est pas le colon, ce n'est pas l'homme blanc qui a empêché les Africains de se développer. C'était un prétexte. Aujourd'hui, nous pouvons nous développer. C'est une question donc de conscience collective. Nos dirigeants vont se mettre ensemble, vont réfléchir, vont faire travailler leur ménage. Cessez de penser à la politique et voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour donc servir le monde et non pour se faire servir par le monde. Alors, le scénario le plus pessimiste d'une baisse de 3,4% du produit intérieur brut continental pourrait entraîner une perte de 30 millions d'emplois selon la Banque africaine de développement, une explosion de la pauvreté sur le continent africain est-elle inévitable? Bon, je prends. je prends la main. Je commençais par expliquer, donner une ouverture déjà à ça. La perte de 30 millions d'emplois, là, on le perçoit déjà. Puisque, qu'est-ce que nous avons? Nous savons que le peu d'industrie qui se retrouve au niveau du continent, ce sont les autres qui ont encore ça. C'est des succursales des autres. C'est les autres qui ont encore ça. Et que s'il y a, lorsque on prend les mesures de confinement, les mesures d'évitement, ils se disent incapables de pouvoir poursuivre leur activité. Peut-être que c'est produit c'est fabriquer des produits finis pour exporter. Voilà qu'il y a toujours barrière. Comment ils vont exporter ces produits? Ils ne peuvent pas prendre de risques. Là, ils dégrèvent carrément le personnel. D'où la perte d'emploi. On le constate déjà. Même les nationaux qui ont
de petites unités de production ont dégraissé parce que on fait des ceintures sanitaires, ils ne peuvent même plus transporter et leur production. Par conséquent, ils se disent ils ne peuvent pas continuer à supporter les charges. Donc, ils dégrèvent. Par conséquent, 30 millions même, bon, je crois que c'est le modèle le minimal, ça. Sinon que d'autres ont prévu jusqu'à 50 millions de pertes d'emploi. Et au niveau de la pauvreté, c'est normal que la pauvreté augmente. Déjà que nous subissons une crise qui datait depuis 2008 et on n'a pas pu se relever. Et une autre crise vient s'ajouter. Déjà que le revenu moyen de la population, malgré les taux de croissance, le revenu est faible. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les secteurs qui contribuaient à l'accroissement de la richesse. C'est concentré uniquement sur les zones agricoles. Et la pandémie vient encore mettre à mal le développement à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup plus de paupérisation au niveau de la population. Et cela à cause toujours de cette crise que nous n'avons pas su anticiper. Alors, Casimir Pédio, inévitable, c'est l'explosion de la pauvreté sur le continent. En retour aux anciens taux d'extrême pauvreté. On a quand même fait des efforts pour en sortir, mais aujourd'hui, c'est inévitable. Oui, je commence par aimer votre expression, la dernière expression, l'extrême pauvreté, la misère, la précarité. La pauvreté, c'est peu dit. C'est ce qui va donc se passer sur le continent, parce que lorsque 30 millions, lorsque 50 millions, lorsque 70 millions donc de personnes arrivaient donc à être renvoyées comme ça dans le monde donc de la misère, de la précarité, vous multipliez donc ce chiffre par 10, parce qu'en Afrique la famille c'est un minimum donc de 7, le père, la mère, enfin le père, les mères et puis les enfants. Donc vous comprenez déjà l'effectif donc de cette précarité, vous comprenez ce que la conséquence, voilà, si j'ose parler ainsi, la conséquence de la conséquence aujourd'hui va frapper le continent africain, va frapper certains pays qui sont déjà miséreux. Je ne veux pas citer, mais quand vous prenez des pays comme le Burkina Faso où la population a du mal à avoir donc 2 repas au quotidien, où la population aujourd'hui a du mal à s'offrir donc la sécurité. Quand vous prenez des pays comme le Niger, qui était déjà sous assistance financière, respiratoire par le passé, quand vous prenez donc des pays sahéliens, comme Madagascar, comme bien d'autres pays, vous comprenez aujourd'hui que la misère, la précarité va frapper. Elle va frapper de la manière la plus dure. Tout simplement parce que ces sociétés que nous avons jadis, c'était des succursales ici sur le continent. C'est-à-dire, c'est des sociétés qui vivaient au détriment donc des industries asiatiques, des industries américaines, des industries européennes. Mais aujourd'hui, lorsque ces industries ne fonctionnent pas parce qu'ils sont dans les gestes barrières, enfin, dans les mesures donc de confinement, dans la cessation d'activité, ça veut dire la matière première ici, qui est donc les produits finis qui sont importés sur le continent, ne sont plus là. Et donc, si le bonhomme il a pour option import-export et dominé par l'importation et qui n'a pas de produit, il va dégraisser, il va renvoyer. À vous écouter, c'est à croire que l'Afrique n'a pas une indépendance économique. Non, nous n'avons pas une. D'abord, l'indépendance économique n'existe nulle part. Dans aucun, donc, ça n'existe pas. La Chine qui pense aujourd'hui contrôler l'économie du monde, ou bien les États-Unis, s'ils produisent et qu'il n'y a pas de consommateurs. Donc, nous sommes dans interdépendants. Nous sommes interdépendants. Mais dans cette interdépendance-là, l'Afrique est véritablement le continent le plus lésé. Nous n'avons pas de programme. Nous mangeons ce que les autres produisent et nous vendons ce que nous pouvons produire. Donc, nous n'avons pas de programme. Nous n'existons pratiquement pas sur le plan économique. Il n'y a pas, en dehors de quelques-uns, même le Nigeria, s'il vous plaît. Le Nigeria exporte à 99%, je le dis ainsi parce que les 4 raffineries ne fonctionnent même plus. Donc, à 100% aujourd'hui, le Nigeria exporte son pétrole. Et
importe à 100% ses produits raffinés. Mais c'est quelle économie ça là? Vous allez en Afrique du Sud, c'est l'exception, ça je suis d'accord. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est frappée par la question, par la crise énergétique. L'Afrique du Sud ne dispose plus d'énergie électrique. Donc ça fait que véritablement, quand on a envie de citer des exemples, on est obligé encore de rebiffer pour dire non. Malgré ces exemples qu'on a envie de citer, on ne trouve pas de valeur véritablement. Donc, l'Afrique va subir. Au lieu donc que cette pandémie soit donc le temps de la réflexion et d'aller négocier donc l'industrialisation. Nous devons nous unir pour aller négocier, Emmanuel Crépy, nous devons aller négocier l'industrialisation avec la Chine, avec le Japon, avec les États-Unis, surtout avec l'arrivée donc du nouveau président qui est véritablement ouvert à la nouvelle coopération mondiale. Je crois que le continent africain, les dirigeants africains, les dirigeants donc comme Macky Sall, comme Boari, comme que sais-je encore, l'Éthiopien, tous ceux-là devraient s'unir aujourd'hui pour aller négocier l'industrialisation. Parce qu'il faut le dire aussi, on ne va pas se lever du jour au lendemain et devenir industriel, pays, continent industrialisé, si véritablement les autres ne décident pas de nous accompagner. Parce que la technologie aujourd'hui, ça existe, il faut l'importer, il faut importer la technologie et non importer les produits issus de la technologie. Alors, aujourd'hui, avec un peu de recul, fallait-il finalement confiner les populations africaines? Parce que j'ai eu l'impression qu'on a fait un peu de suivisme en Afrique, alors que la crise n'a pas véritablement touché le continent. Et dans ces confinements des populations africaines, ressortent les risques de précarisation, si je peux l'affirmer ainsi, de nos populations. Ok. Oui, j'ai envie de sauter sur cette question parce qu'il m'intéresse, parce que en dehors de l'exemple d'un pays comme le Bénin, qui a trouvé un mécanisme, qui a tropicalisé les recettes donc, de cette crise, un peu. Les gestes barrières, tropicaliser les gestes barrières. Oui. En dehors donc de ce pays-là, je ne vois pas un seul qui puisse lever son doigt aujourd'hui pour nous dire qu'on n'a pas copié ce que la France a eu à faire, qu'on n'a pas copié ce que les États-Unis ont eu à faire. Comme monsieur tout le monde, on est rentré dans la crise, on a fermé les aéroports, on a sans pouvoir dire quelle est notre réalité. Comment vient? On n'a pas pris le temps d'étudier la crise. Alors donc que cette crise avait déjà séjourné des mois durant en Asie, chez eux, en Europe là-bas, on est resté là et quand c'est venu, on a dit de fermer, nous avons fermé. Et pourtant, on ne devrait pas fermer. Parce qu'on a compris aujourd'hui que le continent africain a développé une forme de résilience, une forme d'adaptation à la pandémie vite. Et ça fait que la pandémie ne s'est pas développée. Donc, en attendant certainement que le sérum ou bien le vaccin ne soit trouvé, le continent africain pouvait proposer sa thérapie. Et un pays comme Madagascar a compris, a développé. Il y a un scientifique qui a sorti un produit, mais il a bavardé un peu de trop et on l'a bloqué. On l'a bloqué tout de suite. Donc, vous comprenez que l'Afrique, ce n'est pas, je le dis encore, ce n'est pas des gens qui sont réservés à la réflexion. C'est des gens qui sont réservés à la consommation et il vaut mieux les laisser dans leur triste Donc, pour vous, il ne fallait pas confiner les Africains comme ça a été le cas en France, comme ça a été le cas dans d'autres pays européens, parce que les réalités étaient autres. Quand vous parlez des réalités étaient autres, vous voulez parler du secteur informel qui est au-dessus du secteur formel, ce qui n'est pas le cas dans les pays européens, par exemple. Voilà un continent, par exemple, où dans des pays, vous avez l'économie dominée à près de 75% par l'informel. Et vous décidez de vous confiner, de ne rien faire. Les gens vont manger comment? Vous avez des gens qui vivent au jour le jour, qui vivotent, je l'ai dit tantôt, ils vivent au jour le jour. Et vous décidez comme ça, tout de go, de les mettre donc à la maison. Vous allez les financer comment? Ils vont manger comment? C'est pas possible. Vous avez un pays comme le Sénégal, ça me plaît chaque fois de citer, qui tout de suite, colonie française certainement, avec beaucoup d'étrangers, tout de suite a adopté la méthode venue directement de l'Occident. Ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché donc la crise de piquer. Et donc, véritablement, il fallait trouver un mécanisme. Trouver le mécanisme, c'est adapter la crise à nos réalités. L'adapter aussi à nos
à nos plantes et à notre pharmacopée. Parce que moi je sais que cette crise-là, je ne défie pas les scientifiques occidentaux, cette crise pouvait être guérie avec la pharmacopée. Alors continuons sur le plan économique. Vous le pensez également qu'on pouvait faire mieux que de confiner les Africains, comme ça a été dans plusieurs pays? Oui, je partage entièrement l'analyse de Kazmi. Et sur ce plan, le confinement devrait être fait avec un peu plus d'intelligence de notre côté. Surtout que, avant que la crise n'atteigne le continent, on savait véritablement comment ça se produit, comment ça se passe. Donc, à nous de savoir aussi que nous ne sommes pas aussi économiquement forts que les autres et que nous ne disposons pas de moyens pour pouvoir porter assistance à chaque famille. Surtout que l'informalité est assez développée. Alors, confiner, ce que les autres parlent de gestes d'évitement, confiner tout un pays pendant plusieurs mois, mais c'est assassiner l'économie. Mais nos chefs d'État... Assassiner surtout le panier de la ménagère. Oui, mais c'est la même chose. Et le résultat, ça ne s'est pas fait attendre. Nous parlons d'aller en récession. C'est ça le résultat de la mal réflexion autour du confinement. On ne devrait pas faire le confinement comme la France l'a fait, la Chine l'a fait. Nous n'avons pas ce pouvoir de pouvoir contenir les conséquences, les risques du black, je ne dirais pas blackout. Je ne dirais pas blackout, mais c'est une sorte de dire, nous isolons du monde et nous disons que nous allons subvenir à nos propres besoins alors que nous ne consommons pas ce que nous produisons. Nous ne faisons que consommer ce que les autres produisent. Donc, confiner tel que nos dirigeants l'ont fait à majorité, c'est pratiquement, ils n'ont pas pris la valeur ou bien la profondeur de notre économie, la profondeur de ce que nous sommes avant d'aller là-bas. Au résultat, nous sommes en train de patauger pour pouvoir pour se retrouver, pour se retrouver sous nos jambes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? C'est pouvoir trouver des mesures sociales pour colmater les braises. Est-ce que ces mesures sociales ont pu apporter véritablement quelque chose? Bon. Point d'interrogation. Alors, cette crise de coronavirus, finalement, est-ce que cela peut servir de tampon, en quelque sorte, de rebond pour les économies africaines? Est-ce que cette crise peut être considérée comme une opportunité à saisir pour opérer un changement profond de nos modèles économiques? Je l'ai dit à l'entame que c'était l'opportunité. C'était, ce n'est plus. Et ça ne peut plus. Parce qu'on est dans la dormance. Malheureusement, nous allons reprendre encore avec les mêmes pratiques. Mais aujourd'hui, on a subi la crise. On n'a pas su, comme vous le dites, profiter de cette crise pour faire rebondir nos économies. Mais voilà, la situation est là. Est-ce que après le passage de cette crise sanitaire, les leçons tirées pourraient permettre aux pays africains d'aller vers un changement profond de leur modèle économique? Oui, et on n'en a pas tiré, on n'a pas de leçon à tirer. Les pays africains n'arrivent pas à tirer la leçon. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. Ils ne maîtrisent rien de la situation. Ils sont là à subir de plein fouet donc la crise. Et ils continuent donc à être dans la vague de l'émotion, à ne pas comprendre que véritablement il faut s'asseoir et tirer les leçons et l'adapter à nos réalités. J'en veux pour preuve. Aujourd'hui, les grands débats qui se font autour de la relance de l'économie, l'Afrique est absente aujourd'hui de ces grands débats. On ne sent pas l'Afrique. Le refinancement du monde, aujourd'hui, c'est un débat qui est sur tapis. 2021, aujourd'hui, la Chine court. Les États-Unis courent. Vous avez vu le nouveau président, Joe Biden. Et comment faire pour trouver les vaccins? Aujourd'hui, comment faire pour vacciner? La France se bat pour véritablement vacciner sa population, pour relancer l'économie. Vous n'avez aucune preuve de ce que les Africains ne courent pas. Bon, dites-moi aujourd'hui, quel est le programme de vaccination d'un pays comme le Sénégal? Puisque vous m'en demandez. Dites-moi aujourd'hui, combien de milliards la Banque africaine de développement
les structures de financement donc, de ces vaccins-là, dites-moi combien ils ont investi. D'ailleurs, lorsqu'il s'est agi d'identifier donc, ce vaccin, l'Afrique a commencé donc à développer des aptitudes de reine en disant nous ne serons pas donc des cobayes. Et on a laissé les Africains. Et ils ont trouvé le vaccin. Et aujourd'hui, aucun dirigeant, dans aucun programme encore, dans aucun budget que nous sommes en train d'étudier, parce que actuellement c'est la vague donc des projets de budget 2021, nous ne voyons encore la cagnotte réservée à la vaccination de la population. Nous ne voyons pas ça. Et déjà, si on n'arrive pas déjà à se structurer autour donc du volet sanitaire, je me demande qu'est-ce que véritablement on pourra construire économiquement parlant. Donc, on n'est pas dans le débat, on est dans l'émotion. Nous allons encore subir la relance de l'économie à partir de 2021, nous serons là, ça va nous rattraper et nous serons encore consommateurs des biens d'autrui, nous serons encore acteurs de bradage donc, de nos propres richesses et on serait dans le cycle infernal donc, de la dominance. Donc, à votre question, je dis, l'opportunité, c'était. Aujourd'hui, ce n'est plus une opportunité. Ce n'est pas une menace. Il faut trouver une autre expression pour donc, désigner ce qui arrive au continent africain. J'espère que de ces genres de débats-là, des scientifiques vont commencer par répondre favorablement, donc, pour que véritablement on puisse se rattraper chemin faisant. Jérôme Stéphane, tu vois? Non, je vais pas être aussi comme M. Kazmi Pédior, qui a véritablement raison, parce qu'il faut tirer les oreilles aussi, dire des mots durs pour que les gens reprennent conscience. Bon, la crise est là, la crise n'est pas encore partie, la crise est toujours là. Donc nous sommes pleinement dans la crise. Et ce n'est pas en pleine crise qu'il faut trouver des solutions durables. Peut-être prendre tirer leçon des conséquences pour pouvoir véritablement asseoir des réponses afin que plus tard, ces genres de pandémie ne nous emportent. Et là, au moins l'émission que vous animez actuellement participe à ce qu'on trouve une solution durable. Et trouver une solution durable, ça consiste à faire quoi? Nous plaignons sur le plateau, et je partage l'avis de Kazmi, que l'Afrique est absente au niveau des débats actuellement. Pourquoi l'Afrique est-elle absente? Parce que nous n'avons pas des têtes grises pour nous représenter à ces assises. Et alors là, ça veut dire qu'il y a un défaut au niveau des curricula de formation qu'il faut revoir. Donc, si on peut se dire déjà que la pandémie nous a donné, au moins, nous a permis de comprendre qu'il faut aller à une formation aussi pointue, aussi scientifiquement pointue, alors que nos dirigeants se mettent ensemble pour créer des pôles de formation sortir des gens capables de penser pourquoi pas à des vaccins, puisque véritablement, quand on serait au niveau des vaccins, nous n'avons rien à apporter. Et qu'est-ce qui va se passer? On imposera que si vous ne vous vaccinez pas, vous n'allez pas rentrer dans leur pays. Et qu'est-ce que nous pouvons faire de retour? Alors que c'est également une opportunité à saisir pour dire que non, si vous nous imposez votre vaccin, nous allons vous imposer également notre recherche scientifique. Alors là, il y aurait véritablement échange et quelque chose sur la table autour de laquelle les gens pouvaient échanger. Pour le moment, on n'en a pas encore. Peut-être qu'après l'émission, et quand les gens vont prêter oreille à ce qui est dit, ils vont pouvoir rassembler le peu de scientifiques que nous avons pour que véritablement ils aillent à une recherche pointue pour dire si les autres sortent leur vaccin. Nous-mêmes, nous allons également mettre sur la table notre vaccin afin que quand ils vont imposer, nous aussi nous allons imposer. Parce que quand ils vont imposer, ça va leur faire rentrer des sous au détriment de nous, puisque c'est toujours dans nos poches, on vient chercher vos matières premières et on viendra, le peu de devises que vous gagnez là, on viendra vous les prendre. Donc, véritablement que les gens puissent penser pour dire que nous avons beaucoup de défauts et que ces crises-là peuvent être un repère, ou pourquoi pas le point zéro pour toute relance. Alors, quel plan de relance désormais pour les économies d'Afrique à court,
moyen et long terme? Il faut que les pays africains refusent la proposition donc de leurs partenaires, c'est-à-dire l'allègement de la dette. Il ne s'agit pas d'alléger la dette. Il s'agit d'aller chercher l'argent là où eux-mêmes ils vont chercher pour se développer. Ça, il faut avoir le courage, il faut avoir la capacité souveraine d'aller le leur dire. Et je crois qu'il y a un pays africain qui l'a dit courageusement, même si ça a soulevé des vagues au niveau donc de la métropole. Un pays comme le Bénin a refusé cet allègement de la dette. A refusé pendant donc que le Sénégal a proposé à la France d'alléger la dette, mais le Bénin a dit non, nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Nous sommes capables de payer nos dettes. Mieux, nous sommes en dessous de vous autres. Vous vous êtes donné comme critère de dépasser les 100%. Vous, pays développés, vous dépassez les 100%. Et vous nous imposez 70%. Nous voulons lever donc désormais ce critère donc de convergence-là. Nous voulons faire comme vous, nous voulons aller chercher. Et je crois que c'est une décision courageuse. Le Bénin, qu'est-ce que le Bénin seul peut faire? Quand vous finissez donc la question du financement, il faut voir aujourd'hui l'opportunité d'industrialiser le continent africain au regard donc de nos matières premières. Vous avez des pays qui peuvent se regrouper autour des industries. Vous avez le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire qui produisent abondamment le coton. Pourquoi ces 4 pays ne peuvent pas se réunir et créer donc des industries de textile? Oui, c'est possible aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce coton-là n'est même pas vendu sous contrainte, je dirais, de la métropole. Ce n'est pas la France qui achète nos cotons. C'est le Bangladesh, c'est les pays de l'Asie. Donc on n'avait même aucune contrainte à vendre notre coton, à brader notre coton. On peut créer ces industries-là. Le Sénégal, non, pas le Sénégal. La Côte d'Ivoire a commencé quelque chose. Il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse se faire renforcer par d'autres pays qui produisent le cacao. Voyons donc comment est-ce qu'on peut regrouper les pays africains autour donc de notre potentiel agricole, autour de notre potentiel minier, et ainsi de suite. Lorsqu'on aura fait ça, et qu'on sera capable aujourd'hui de créer donc l'émulation au sein donc de la classe ouvrière, je crois qu'il y a un début de quelque chose qui peut commencer. C'est vrai, il a dit, gardons quand même un peu d'espoir, ne soyons pas pessimistes pour autant. Peut-être que les Africains ne savent pas. C'est vous seul qui l'êtes. Non, je ne le suis pas. Je voudrais comme un scientifique béninois, je voudrais allumer le cerveau donc de ces dirigeants-là. Il y a trop de dormance par ici. Alors, donc véritablement, quand on aurait fait ça, je crois que la question du financement viendra de lui-même. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les fonds de la diaspora, quand vous prenez la diaspora africaine, ce que elle produit en termes donc d'IDE, et vous prenez la France, il n'y a pas photo. Donc véritablement, je crois que la question du financement ne devrait pas être chaque fois ce que nous allons brandir vers la métropole pour dire c'est parce qu'on n'a pas le financement qu'on n'est pas développé. Alors, Jérôme Stéphane Thora, quel plan de relance pour les économies d'Afrique à court, moyen et long terme? Bon, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Si ce n'est que et partager déjà ce que Kazmi a développé, puisque actuellement, quel est le plan sur la table, ou bien quel plan est en train d'être mis en œuvre? C'est qu'il faut aller à l'allègement au lieu de l'annulation pure et simple des dettes. Et à l'allègement, ce que les gens ont proposé, ils ont sorti les États les plus, les États les plus qui ont beaucoup plus de pondérance là. Ils ont enlevé ces États-là et des mesures d'allègement. Et le Maroc, et l'Afrique du Sud et la Libye. Donc, alors que ces États représentent pratiquement 55% des exploitations. Donc, si on dit ces États-là ne vont pas aller dans l'allègement, ce sont les États les plus touchés actuellement en Afrique. Donc, en réalité, le plan proposé ne va pas favoriser la relance. Donc, tel que le Bénin l'a développé, et bon, peut-être que les gens vont revenir à ça, puisque le plan que le Bénin a proposé, on nous laisse et on crée des droits de tirage spéciaux, puisque actuellement, on a besoin de liquidité. Dire qu'on va procéder à un allègement, c'est comme si on retarde le paiement des services de la dette. Et vous refinancez
par vos propres sous, alors qu'on a besoin de liquidité tout de suite. Par conséquent, c'est toutes mesures qui permettent d'avoir de liquidité tout de suite là. Toutes ces mesures vont permettre le relancement. Je crois que seul le Bénin est en train de foncer, surtout que un peu sur le plan au niveau des institutions financières, le Bénin est un peu accompagné, donc lève régulièrement des Alors, dites-moi, si je comprends bien, le plan de relance des pays africains ne passe pas par l'allègement de la dette, si je comprends bien ce que vous venez de dire. D'ailleurs, je ne trahis pas les secrets. Je peux vous dire que la France est d'accord, est d'avis avec donc le système du Bénin. Et sauf que la France ne comprend pas comment est-ce que des pays comme le Sénégal, des pays comme la Côte d'Ivoire puissent proposer des trucs aussi simples. Et que nous devons nous unir. Nous devons faire des forums pour décider ensemble. Et que la France est prête aujourd'hui pour nous financer, enfin, pour trouver donc ce mécanisme dont il parle. Les tirages spécifiques pouvant nous permettre d'avoir de la liquidité et non de relancer l'ancienne cagnotte. Non, ce n'est pas ça. Je crois véritablement que ce qui arrive au continent africain, c'est la sincérité. Et il faut qu'à un moment donné, que des pays comme la Côte d'Ivoire, enfin les grandes, les locomotives, cessent d'être sur leur piédestal et voir les autres petits. Que des gens acceptent partager leurs expériences. Pourquoi vous avez proposé ceci? Et pourquoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'on ne soit pas figé sur le modèle, sur l'ancien modèle. Donc moi je crois qu'il y a encore espoir. Il y a espoir. Et il va falloir que nous nous occupons maintenant plus donc de l'économie sur le continent africain que de la politique politicienne. Parce que dans la politique politicienne, chacun est dans son couloir en train de travailler et on ne voit pas le temps passer. Et véritablement, qu'on fusionne les énergies, que les scientifiques aussi se mettent dans la danse. Je veux parler des universitaires. Qui selon se vous, mettent dans la danse. l'heure, selon vous, est à un regroupement et de l'adoption d'une politique économique cohérente et commune. Voilà, pour véritablement sortir l'Afrique de l'impasse. Parce que ce continent a tout donné au monde entier et a tout donné aux Africains. Il ne revient maintenant qu'aux Africains de véritablement donner à l'Afrique sa lettre de noblesse. Alors oui, la question de la dette, vous pensez que la relance ne passe pas par une annulation de la dette possible? Une annulation plutôt qu'un allègement. L'annulation là, c'est pur et simple. Vous devez... Selon vous, ça passe pas l'annulation? Ça, plutôt l'annulation. Maintenant, si les gens ne veulent pas l'annulation, l'allègement tel que proposé endette davantage et le continent africain, alors que nous sommes déjà sous le poids. Le service de la dette nous coûte assez. Déjà, ce qu'on veut, qu'on est en train de proposer, ça tourne autour de 100 millions. Et les transferts de la diaspora couvrent pratiquement ce que l'allègement qu'on propose. Alors, pourquoi aller à un allègement alors qu'on pouvait dire, bon, annulons et faisons des droits de tirage spéciaux pour que l'Afrique ait de liquidité pour investir dans l'industrie, pour aller à l'industrialisation. Et je dis également, je partage entièrement, et il faudrait que on relance la ZERCAF, même si janvier est encore risqué, et les gens, au lieu de dire, nous allons développer des énergies au lancement de la ZERCAF, et que ça ne viendrait jamais, peuvent se retrouver sur des groupes industriels résilients, développer l'industrie de coton par ici, l'industrie de café par là-bas et l'industrie d'huilerie par de l'autre côté, et que la consommation interne de l'Afrique puisse s'accroître. En réalité, tout est à ce niveau-là. Et pour qu'on relance l'économie au niveau de l'Afrique, pour qu'on ait des industries véritablement pour produire pour les Africains, il faut qu'on s'ouvre à l'international aussi. C'est pas rester en vase clos pour dire, nous n'avons pas besoin des autres. Nous n'avons besoin des autres parce que nous n'avons pas développé les technologies. Nous n'avons pas assez de scientifiques patriotes pour rester véritablement dans la pauvreté et concevoir. Donc, rester et tendre la main aux autres afin que là où les pôles où nous avons besoin tout de suite de matières
production véritablement africaine qu'on développe ces pôles-là. Si c'est ces deux États qui vont se mettre ensemble, ou bien 5 États, je ne sais pas comment ça va se faire, pour que véritablement on puisse dire ceci, c'est notre production et ça va rester à l'interne. Développer le commerce intra-africain, franchement, il faut aller à cette étape-là pour que nous ne perdions pas en conséquence uniquement au niveau de la pandémie, mais qu'on gagne de cette pandémie et une relance économique véritable. Finalement, il faut sauter le verrou qui limite le taux d'endettement des pays africains. Finalement, il faut dépasser les 70% par exemple dans l'espace UEMOA tel que fixé. Oui, dans l'espace UEMOA qui a été copié donc dans les autres espaces qui aujourd'hui semblent être donc généralisés sur tout le continent. Il faut lever et il faut finir donc avec cette dette de misère. Il faut finir avec cette petite cagnotte qui nous enlise dans le service de la dette. Il a dit le service de la dette aujourd'hui, c'est ce qui nous coûte très cher sur le continent. Il faut aller donc vers des tirages spécifiques pour véritablement relancer l'économie du continent. Et au-delà de ça, il faut inciter aussi les Africains à aimer leurs propres produits parce qu'il y a aussi un travail fondamental à ce niveau-là. Vous avez deux mêmes produits, un produit en Afrique et un produit en Asie, peut-être de qualité inférieur à l'autre, l'Africain préfère toujours ce qui vient de l'extérieur. L'extraversion est un danger culturel et culturel que nous devons dépasser. Nous n'aimons pas ce que l'autre fait. Ce que le Sénégalais fait, le Béninois ne veut pas parce qu'il estime qu'il a fait ça comment. Non, il faut aujourd'hui inciter. Il faut des programmes, il faut des formations pour amener l'Africain à consommer déjà ce qu'il a. Et il faut aussi des programmes pour produire de la qualité, parce que c'est à force de ne pas aussi produire de la qualité, de tricher chaque fois avec la qualité, que certaines personnes véritablement ont un esprit extraverti. Donc véritablement, au-delà de tout ça, il faudrait un ensemble d'éducation pour que véritablement l'orchestration, que le continent africain puisse commencer par offrir, vous voyez, quelque chose de nouveau, un peu comme le chinois, qu'on commence donc par avoir, au lieu de parler chaque fois des Shintok, pourquoi pas des produits africains sur donc, le continent asiatique. Et ça fera beaucoup plaisir, Et que des grands débats comme celui-ci, que vous avez la chance de voir peut-être sur les autres chaînes, les chaînes occidentaux, les chaînes chinoises, qui parfois même font des émissions de chez eux et qui nous les traduisent dans nos langues, que véritablement le continent africain commence par développer aussi des programmes télé autour donc de la question du développement. Qu'on cesse donc de copier les téléréalités, les ceci, cela, et qu'on fasse des vrais débats, qu'on aille vers l'émulation donc de la classe ouvrière. Alors, consommation locale, développement de l'industrialisation, développement du secteur énergétique en Afrique, commerce intra-africain, tout ce qu'il nous faut finalement pour sortir revigoré de cette crise finalement. C'est tout à fait tout ce qu'il nous faut pour ne pas subir la récession. Il ne faut pas que nous subissions la récession. Et il ne faut pas que nous ayons peur de ce que la récession est là. Parce que véritablement, il y a toujours dans la psychologie des choses. Tant qu'on se dise, la récession est en train de venir, les gens vont se dire, non mais véritablement, on ne pourra plus rien, on ne pourra plus faire d'efforts pour évoluer, alors que c'est maintenant que tout doit recommencer. On doit véritablement se battre pour pouvoir mettre une barrière à cette pandémie qui dévaste et qui véritablement dévaste tout sur son chemin. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Jérôme Stéphane Tora, analyste financier, spécialiste en finance et contrôle de gestion. Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.